Bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui nous allons parler de l'islamisme. Alors d'abord des précisions de vocabulaire importantes. Alors l'islamisme, c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois par Voltaire pour désigner la religion des musulmans, des mahométans, comme il disait à l'époque. Aujourd'hui, la signification de l'islamisme a un peu changé. Il désigne plutôt des courants qui interprètent le Coran dans un sens idéologique et politique, se distinguant de l'islam en tant que foi. Donc c'est très important de faire cette distinction, puisque certains intellectuels de gauche, je pense à Edouard Plenel, ont tendance à traiter d'islamophobes ceux qui critiquent l'islamisme. Alors je dis à Plenel qui se trompe, la critique de l'islamisme, ce n'est pas la critique de l'islam en tant que foi. Voilà, ça c'est pour précision au niveau des acceptions. Hein. Alors pour Bruno Etienne, qui fut mon prof de sciences politiques d'ailleurs à l'IEP d'Aix-en-Provence dans les années 80, je lui dédie d'ailleurs cette vidéo, puisque Bruno Etienne est décédé en 2008, l'islamisme radical est une réponse à l'occidentalisation du monde, mettant en danger l'identité arabo-musulmane. Le livre d'ailleurs que vous voyez, l'islamisme radical, avait été écrit par Bruno Etienne en 1989, comme quoi déjà à l'époque, le phénomène de l'islamisme était déjà présent. Alors, l'islamisme politique va se développer au XIXe siècle en relation au déclin du monde arabo-musulman, qui est dominé à l'époque par les Turcs ottomans, et bien sûr face à la colonisation, et va se caractériser par deux mouvements assez différents, un mouvement traditionnaliste, par exemple en Arabie Saoudite avec les Wahhabites, ou un mouvement moderniste qui regarde plutôt vers l'Occident, avec par exemple Al-Afghani, ou Abdelrazik, hein, qui en 1925 avait écrit un livre pour séparer le religieux du politique dans le monde musulman, ce qui était assez novateur. Donc d'un côté, il y a des mouvements qui veulent se replier sur leur identité arabo-musulmane. D'autre part, il y a des mouvements qui veulent rendre compatible l'islam avec la modernité. Alors, le mouvement des frères musulmans, alors, en 1924, il va y avoir une sorte de tremblement de terre dans le monde musulman, c'est la dissolution du califat par Mustafa Kemal, le futur Atatürk, qui a fondé la Turquie moderne. Et donc cette dissolution du califat met fin à met fin à une institution multiséculaire. Je rappelle que le calife est considéré comme le successeur du prophète et qu'il est le commandeur des croyants. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que 4 ans plus tard, en 1928, Hassan el-Banna, qui est un instituteur égyptien, va créer la confrérie des frères musulmans, une organisation pan-islamiste dont l'objectif était de combattre les valeurs occidentales, plutôt laïcardes, en tout cas chez les Français, et d'imposer une société respectant les principes de l'islam. Ce mouvement va connaître un essor fulgurant, puisque on va passer de 1928 à Hassan el-Banna et quelques compagnons à peu près plus de 2 millions de membres dans les années 30. Donc les frères musulmans vont connaître un succès incroyable et sont, depuis ce temps, un acteur incontournable de la scène politique égyptienne, avec des relations plutôt compliquées avec les pouvoirs établis, hein, qui en général qui manient souvent la carotte et le bâton. Alors, le programme des frères musulmans en 50 points est forgé en 1936. Il est toujours d'actualité et il est consultable sur Internet. Et c'est vrai que si on l'appliquait stricto sensu, on aboutirait à une théocratie ou à une société islamique plutôt totalitaire. Donc ce programme n'a pas changé.
Même si évidemment, au sein des frères musulmans, c'est comme dans un parti politique, il y a plusieurs tendances. Hein. Il y a les tendances modernistes, il y a les tendances traditionnalistes, donc bon, les frères musulmans, c'est pas une confrérie monolithique. Hein. Et à peu près à la même époque, j'en ai parlé, il y a le livre d'Ali Abdelrazik, L'Islam et les fondements du pouvoir, en 1925, qui est lui un modernisateur de l'islam, c'est-à-dire qu'il essaie de rendre compatible l'islam avec les institutions politiques modernes, c'est-à-dire occidentales. Et il préconise notamment la séparation des pouvoirs entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, ce qui est une avancée, une pensée incroyable dans la religion musulmane. Mais malheureusement, ce courant moderniste ne va pas véritablement triompher. Alors Hassan el-Banna va, dans les années 40, se présenter aux élections, et il va être assassiné en 1949, certainement par le parti nationaliste égyptien, le Wafd. On n'en a pas formellement la preuve, mais il est fort probable que ce sont des nationalistes égyptiens qui aient fait assassiner al-Banna. Déjà, les relations entre les islamistes des frères musulmans et les nationalistes égyptiens étaient déjà, dans les années 40, tendues. Elles le seront d'ailleurs tout le temps, hein, puisque je rappelle que Nasser, le grand président égyptien, celui qui a nationalisé le canal de Suez en 1956, s'était allié avec les frères musulmans pour prendre le pouvoir en Égypte, et lorsqu'il avait pris le pouvoir, s'était retourné contre eux et les avait férocement réprimés. Son successeur, Anwar el-Sadat, fera des compromis avec les frères musulmans, mais les frères musulmans, après les accords de Camp David en 1979, où Sadat avait reconnu l'État d'Israël, s'était retourné contre Sadat et l'avait fait assassiner en 1982, et le président Moubarak avait manié la carotte et le bâton. Alors, si la création des frères musulmans est fondamentale pour comprendre l'islamisme moderne, les frères musulmans, à l'origine, ne sont pas un mouvement terroriste, hein, puisque je rappelle que Hassan el-Banna s'était présenté aux élections. Ils vont avoir recours à la violence lorsqu'ils vont être réprimés par le président Nasser. Une violence qui était comme une autodéfense, en fait. Malgré tout, à partir des années 40, on va avoir l'apparition dans le monde musulman de mouvements, d'organisations qui vont prôner la violence pour prendre le pouvoir et pour imposer une société islamique. Alors c'est le cas en Iran, avec Nawab Safavi, qui est un proche de l'ayatollah Khomeini, à l'époque, déjà. Khomeini qui sera le chef de la première république islamique en 1979, hein, qui va créer à partir de 1946 les Fedayines de l'islam pour imposer la charia, c'est-à-dire la loi islamique dans la société iranienne, et évidemment pour s'opposer au Shah d'Iran. Le Shah d'Iran, Reza Pahlavi, qui avait été nommé sur le trône mis sur le trône par les Anglais, et qui était plutôt un occidentaliste. Le Shah d'Iran, qui était un dictateur, regardait plutôt vers l'Occident plutôt que vers l'Orient. D'ailleurs, Safavi va être, en 1955, il va être arrêté par le pouvoir iranien, condamné à mort et exécuté. Alors, ce qui est exceptionnel quand même chez Nawab Safavi, qui est un chiite, donc, puisque vous savez que l'Iran est un pays chiite, je renvoie à ma première vidéo sur les origines de l'islam et sur la séparation entre les chiites et les sunnites, que j'ai mis en lien, en fait, dans la description. La différence entre chiites et sunnites, si vous ne voulez pas voir la vidéo, c'est en fait un problème sur la nomination du successeur du prophète Mahomet. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que en résumé, les chiites voulaient prendre un successeur, en fait, de Mahomet, du prophète, dans la famille du prophète, dans la lignée du prophète. En l'occurrence, ils voulaient que ce soit Ali, qui était le cousin et le gendre de Mahomet, qui soit son successeur, alors que chez les sunnites,
le successeur du prophète peut être pris chez les compagnons en fait du prophète, pas nécessairement dans sa famille. Bon. Donc Safavi, qui est chiite, va en 1954 au Caire. Les Égyptiens sont des sunnites. Bon, et vous savez qu'entre chiites et sunnites, il y a des relations très tendues, hein, notamment actuellement. Pour rencontrer en fait le théoricien du djihad armé, l'Égyptien Saïd Qutb. Alors Saïd Qutb, c'est un frère musulman qui s'est radicalisé après avoir fait un voyage d'études aux États-Unis, envoyé par le gouvernement égyptien pour étudier le système d'enseignement américain. Et Saïd Qutb en était revenu effrayé par cette société américaine qu'il trouvait matérialiste, cupide, décadente. Et Saïd Qutb va développer une théorie de recours à la violence pour lutter contre le non-musulman ou le mauvais musulman, pour imposer la charia, la loi islamique, dans la société civile égyptienne. Et là, ça rejoint la définition que donne Bruno Etienne, qui, je le rappelle, disait qu'on peut voir aussi le développement de l'islamisme comme une réaction à l'occidentalisation du monde et à la perte d'identité dans les pays arabo-musulmans. Alors Qutb fut arrêté par Nasser, il fut jugé, condamné à mort et exécuté, puisqu'il fut pendu en 1966. Mais évidemment, la pensée de Qutb va irriguer tous les futurs mouvements islamistes, comme on va le voir. Alors dans ces années 60 aussi, événement important, en 1962 est créée la Ligue islamique mondiale, présidée en fait par le roi d'Arabie Saoudite, Faisal, qui compte promouvoir le panislamisme face au panarabisme de Nasser. C'est mon chien qui ronfle. C'est-à-dire que via la Ligue islamique mondiale, qui est contrôlée par les Saoudiens, ces derniers vont étendre leur idée de l'islam, le wahhabisme, qui est une interprétation du Coran salafiste, c'est-à-dire littérale, très puritaine, très traditionnaliste. Et évidemment, avec les deux chocs pétroliers qui vont faire exploser les prix du pétrole à la hausse, les Saoudiens vont disposer d'un trésor de guerre pour étendre leur influence dans tous les pays musulmans, notamment au Pakistan par exemple. Alors la radicalisation islamique des années 70, les années 80, on les verra dans une troisième vidéo en fait. Alors en 1970, il va y avoir un compromis entre les frères musulmans et le pouvoir égyptien, d'Anwar el-Sadat, et les frères musulmans vont renoncer officiellement à la violence pour accéder au pouvoir. Alors évidemment, au sein des frères musulmans, les frères musulmans c'est comme un parti politique, hein, il y a des tendances, et la tendance radicale va scissionner. Et une des tendances radicales s'incarne dans Mustafa Choukri, qui est un ingénieur égyptien qui va créer en 1971 un mouvement ultra-violent, le Takfir ou Al-Hijra, pour ça qu'on les surnomme les takfiristes, qui s'inspirait de la pensée de Saïd Qutb. Alors les takfiristes, ce sont des mouvements ultra-radicaux, qui évidemment ne sont pas d'accord avec la ligne modérée des frères musulmans, de l'époque en tout cas. Il va y avoir un mouvement aussi qui se nomme Al-Gama al-Islamiyya, qui est une organisation égyptienne dirigée par le cheikh aveugle Omar Abdelrahman, dont l'objectif était de renverser le gouvernement égyptien pour imposer un État islamique. Pour l'anecdote, Omar Abdelrahman avait été accusé, après l'assassinat de Sadat, en 1982, d'avoir fait partie du complot contre le président égyptien. Il avait passé quelques années dans les geôles égyptiennes et avait été libéré un peu, je crois, dans les années 85-86, un peu inexplicablement par le pouvoir égyptien. Mais en même temps, comme il était le chef d'Al-Gama al-Islamiyya, on peut penser que Moubarak avait fait un geste pour calmer un petit peu ces radicaux
Et ce chèque aveugle s'était exilé aux États-Unis et avait commandité le premier attentat contre le World Trade Center en 1993, qui était un attentat à la bombe. Un camion bourré d'explosifs avait été garé dans les parkings, en fait, d'une des deux tours. Il avait explosé, mais il n'avait pas fait tomber le building. Si vous voulez plus de précision quant à ce premier attentat, il faut lire l'excellent bouquin de Fabrizio Calvi, 11 septembre contre-enquête, ou regarder un documentaire que vous retrouvez sur YouTube, Les routes de la terreur, qui est passé sur Arte, et qui est tiré en fait du livre de Fabrizio Calvi sur 11 septembre contre-enquête. Donc Omar Abdelrahman a été arrêté à la suite de cet attentat, il a été jugé, condamné à la prison à vie et incarcéré à la prison de haute sécurité ADX Florence. Et il est décédé en 2017. Et l'ancien président Mohamed Morsi, qui avait été élu par les urnes, qui faisait partie de la confrérie des frères musulmans, lorsqu'il avait été élu président, il n'est pas resté longtemps puisqu'il a été renversé par Sisi, lorsqu'il avait été président, un de ses premiers gestes avait été de demander aux Américains, pour des raisons humanitaires, de libérer le cheikh Omar Abdelrahman. Donc c'est pas étonnant, puisque Morsi faisait partie des frères musulmans, et que Omar Abdelrahman aussi. Alors il y a un autre groupe aussi ultra-violent, le djihad islamique égyptien, qui va se montrer très actif dans les années 70, et dont un de ses dirigeants est Ayman al-Zawahiri, qui va fonder Al-Qaïda avec Ben Laden dans les années 80. Je vous conseille d'ailleurs de regarder une vidéo sur YouTube d'Ayman al-Zawahiri, derrière des barreaux, lors de son procès pour complot contre le président égyptien Anwar el-Sadat, où devant les caméras de télévision, il tient un discours assez hallucinant sur l'islam. Je vous conseille de le regarder. Et cette radicalisation, en fait, elle va s'illustrer, elle va connaître son zénith avec la prise d'otage à la grande mosquée de la Mecque en novembre 1979, où environ 200 militants islamistes, commandés par Jouayman al-Outebi, vont prendre en otage des pèlerins dans la grande mosquée de la Mecque, chose incroyable, puisque le régime saoudien est plutôt un régime policier, et les Saoudiens seront obligés de demander au GIGN de venir à la Mecque pour libérer les otages. Alors ça a été très compliqué parce que à la Mecque, je crois que les chrétiens n'ont pas le droit d'y aller, et donc je crois que les Saoudiens ont consulté des oulémas ou ont converti le temps en fait de l'action contre les terroristes islamistes, ont converti les policiers du GIGN. D'ailleurs, les otages seront libérés en décembre 1979 et tous les terroristes capturés seront condamnés à mort et décapités au sabre, les décapitations étant montrées pour l'exemple à la télévision. Voilà, c'est terminé, je ferai une troisième vidéo sur les années 1980. Je vous remercie et à bientôt.